Bonjour, c'est Capucine et bienvenue donc dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Paul et Ludivine qui sont les créateurs de la méthode IMP et qui travaillent sur les réflexes archaïques. Bonjour déjà. Bonjour Capucine. Euh, J'aimerais que vous nous présentiez un petit peu les réflexes archaïques parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important dans plusieurs professions et c'est une des choses qui a le plus révolutionné ma pratique de l'ostéopathie, c'est votre approche des réflexes archaïques. J'ai changé plein de choses et je trouve que c'est vraiment important de partager ça à plus de monde. Et donc aujourd'hui, je voulais que vous nous parliez un petit peu aussi des troubles d'apprentissage qui sont liés à ces fameux réflexes archaïques. Très bien, super, merci. Bah, déjà, ça nous fait plaisir que tu dises ça par rapport à l'ostéopathie parce que c'est vrai que nous, on forme beaucoup de professionnels de plein de milieux différents et entre autres beaucoup d'ostéopathes. Et c'est vrai que c'est étonnant de voir aussi bien des ostéopathes, donc des thérapeutes, mais aussi des éducateurs, des sportifs, des psychomotriciens, des orthophonistes, des enseignants nous disent la même chose. Ils nous disent ça a révolutionné ma manière de voir mon métier. Et ça, c'est quelque chose qui est finalement pas si étonnant de ça quand on sait que les réflexes archaïques, c'est ce qui constitue la base de notre fonctionnement et la base de la compréhension de notre fonctionnement adulte, mais aussi de comment on s'est développé petit. Et donc, comprendre comment on s'est développé petit, au niveau corporel, au niveau émotionnel et au niveau cognitif, permet de comprendre plein de choses. Toi, tu es thérapeute, tu travailles au niveau principalement en tant qu'ostéopathe du corps, même si tu accompagnes aussi au niveau émotionnel et à d'autres niveaux, par exemple les enfants en difficulté scolaire, mais ne pas connaître comment fonctionne le bébé, comment il se développe et comment la manière dont il s'est développé nous impacte plus tard, c'est un énorme manquement à l'ostéopathe. Eh bien, ce sera la même chose pour l'orthophoniste, pour l'enseignant, pour le sportif de haut niveau. Comprendre notre fonctionnement et notre développement permet de savoir comment on s'organise corporellement, émotionnellement et cognitivement. Et bien sûr, je vais laisser parler du Ludivine, on va rentrer dans les détails, mais il y a bien plus que les réflexes archaïques en fait. Il y a les réflexes archaïques et on verra, il y a d'autres sortes de réflexes. C'est aussi, moi, c'est ce qui, parce que je me suis passionnée pour plein de choses, mais c'est aussi ce qui faisait le lien entre l'accouchement, la naissance, Oui, et oui, puis le développement moteur du bébé, et puis ces enfants qu'on retrouve plus tard avec des problèmes d'apprentissage. Et puis, ben, forcément, tu parlais des sportifs. Moi, j'ai aussi utilisé ça pour les sportifs, et du coup, c'est un peu le fil conducteur de toutes ces choses-là. tout à fait. Et ce qui relie tout ça, parce qu'on pourrait penser que c'est des sujets très différents, en fait, l'accouchement et puis les troubles d'apprentissage, mais en fait, la compréhension de ces réflexes permet de lier tout ça. Oui. Oui, et c'est justement l'apport de Ludivine dans l'IMP. Moi, j'ai débuté l'IMP tout seul en 2010-2011. 2010, j'ai travaillé, puis 2011, j'ai donné mes premières formations. Et c'est vrai que moi, j'étais parti, parce que c'était ma passion, sur les troubles de l'apprentissage. Moi, toute ma carrière, j'ai travaillé avec les enfants en difficulté scolaire. Et puis, en rencontrant Ludivine, elle est passionnée en périnatalité, et on a rajouté toute cette compréhension de ce qui se passe autour de la grossesse, de la naissance, de la première année de vie et ce qui se passe après, et de voir qu'effectivement ces choses-là, comme nous le disent des tas de gens depuis longtemps, comme évidemment des psychiatres ou des pédiatres et des tas d'autres professionnels, que ça va avoir un impact, ce qui se passe dans la vie du petit, plus tard. Et donc, c'est aussi une particularité qu'on a en IMP. IMP, ça veut dire intégration motrice primordiale. IMP, ça ne veut pas dire juste intégration des réflexes, c'est de prendre en compte à travers le mouvement de tous les paramètres qui sont importants pour la santé, le mouvement, l'apprentissage, la cognition, etc. Et donc ça, c'est très important. C'est de voir que le mouvement, c'est la base de la vie. D'ailleurs, le mouvement définit la vie. Ce qui est vivant, c'est ce qui bouge, par opposition aux pierres qui ne bougent pas, par exemple. Et donc de comprendre comment s'organise le mouvement chez nous, comment il s'organise chez le bébé, comment il s'organise dans le ventre de notre mère, eh bien, ça va nous permettre de comprendre comment on fonctionne. Oui, c'est toute cette continuité. En fait, les réflexes archaïques, on peut citer ce mot de continuité que j'aime bien, c'est-à-dire que le bébé, il n'arrive pas au monde vierge de toute expérience motrice. Il a déjà eu tout un tas une organisation motrice particulière dans sa vie fœtale. Il a bougé d'une certaine manière, il a réagi à des stimulations particulières, tactiles, liées aussi au mouvement du corps de sa mère, au mouvement maternel. Il y a réagi d'une certaine façon. Ça l'a aidé à organiser son mouvement, mais qui était au début contenu de toutes parts, puisqu'évidemment, il n'avait pas encore de possibilité d'accéder à des mouvements volontaires avec toute l'amplitude de mouvement et de composer face à la gravité, mais néanmoins,
il a quand même déjà emmagasiné plein de manières de réagir et de s'organiser au niveau corporel. Il va se servir de cette expérience pendant le processus de naissance, pendant la descente dans le canal de la naissance. Il va se resservir de tout ce qui a déjà été initialisé au niveau moteur dans sa vie fétale, mais ça va prendre une autre forme et les réflexes vont avoir d'autres rôles et d'autres fonctions pendant la naissance. Et puis, les réflexes vont prendre le relais en quelque sorte aussi ensuite dans sa vie aérienne et il va pouvoir utiliser ces réflexes-là pour se nourrir, pour se protéger, pour composer face à la gravité, pour communiquer ses besoins, pour s'attacher à ses parents. Et voilà, cette histoire de continuité, moi j'aime bien explorer ça de cette manière-là, ce qui fait qu'on n'a plus forcément, selon nos spécialités, à scinder la grossesse, la naissance, le postnatal, et on voit que d'un point de vue moteur, en fait, les choses ont du sens chez le bébé et qu'il a tout un tas d'expériences qu'il peut recycler au fur et à mesure avec un accès à des compétences qui va s'amplifier au fur et à mesure des expériences et de l'environnement aussi qu'on va nourrir pour guider et accompagner nos bébés. Est-ce que pour les gens qui ne connaissent pas du tout les réflexes, vous pourriez donner un exemple de réflexe pour que les gens comprennent comment ça se passe? Vas-y. Des réflexes, il y en a beaucoup. Nous, en IMP, on travaille avec une quarantaine de réflexes. Donc, il y a des réflexes qui vont être des réflexes plutôt de l'axe, axiaux, c'est-à-dire qui vont permettre au corps de s'organiser entre l'avant et l'arrière, par exemple. Donc là, on peut parler d'un réflexe qui s'appelle le réflexe tonique labyrinthique, qui est un réflexe qui est très lié au système vestibulaire, à l'oreille interne, et qui va organiser le contrôle de la tête du bébé et lui permettre de faire communiquer ses muscles correctement à l'avant du corps et à l'arrière du corps pour qu'il puisse petit à petit avoir un tonus qui va aller vers la verticalité. Donc voilà, tous les réflexes axiaux, il y en a plein d'autres, réflexe spinal de Pérez, qui est un réflexe de colonne vertébrale aussi. Et puis il y a des réflexes périphériques des mains et des pieds et des réflexes orofaciaux au niveau de la tête aussi, qui vont avoir plein d'autres fonctions. Les réflexes du pied qui vont aider à stabiliser bébé aussi dans sa posture, à le propulser après, par exemple, lors des étapes de la reptation ou du quatre pattes, et puis qui vont l'aider aussi à s'enraciner au sol après pour la marche. Et puis les réflexes des mains, des réflexes qui vont servir à communiquer avec l'autre, à toucher, à manipuler, et puis à faire plein de choses chouettes ensuite avec nos mains. Voilà, si on veut organiser ça, il y a plein de manières d'organiser les réflexes et de les classifier, de les catégoriser. Voilà, c'est une manière de présenter les choses. Ok. Et est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu comment ça se passe? Parce qu'au départ, donc le bébé, il a les réflexes, puis ensuite, il faut qu'il les perde. Et ça c'est un peu, pour que les gens qui ne connaissent pas du tout les réflexes, c'est un peu compliqué à comprendre qu'à un moment, ils sont là, puis après, ils ne sont plus là. En fait. Ouais, c'est ça. Et qui nous servent tout au long de notre vie. Les réflexes, c'est des choses qui sont bien connues, qui ont été observées dans la littérature pédiatrique. Il y a plein de recherches qui ont été faites sur les réflexes. En pédiatrie, en médecine, on va dire, les réflexes sont plutôt utilisés à visée de diagnostic pour l'intégrité, pour mesurer l'intégrité du système nerveux du bébé à la naissance. Donc, on va tester chez les bébés, par exemple, l'agrippement de la main, l'agrippement du pied, le Babinski, que beaucoup de gens connaissent au niveau du grand public, une réaction de mise en éventail des orteils du bébé. On va tester des réflexes de redressement de tête à la naissance, réflexes de Moro aussi, que pas mal de personnes connaissent. Et puis, on va se dire, tiens, si ces réflexes s'expriment à un âge donné, dès la naissance ou à J2, J3, J4, d'une certaine manière, avec une certaine force, une certaine amplitude, par rapport à certaines positions qui sont prises, c'est qu'il y a un bon fonctionnement global du système nerveux du bébé. Si ce n'est pas le cas, on investigue, les professionnels de santé investiguent davantage parce que ça peut être témoin d'un désordre au niveau neurologique, d'un handicap, d'une infection ou de quelque chose. Dans le travail autour des réflexes que nous, on propose et d'autres approches aussi autour des réflexes, on ne va pas vraiment s'intéresser à prendre en compte le signe des réflexes à visée diagnostique. On va surtout se dire, est-ce que les réflexes se sont exprimés à un moment donné comme ils doivent s'exprimer? Est-ce qu'ils ont joué leur rôle pour permettre au bébé de traverser ces différentes étapes de développement moteur avec succès? Et ensuite, est-ce qu'ils vont pouvoir s'inhiber, maturer tranquillement, progressivement, pour laisser place à des comportements plus volontaires?
parce que le système nerveux du bébé évolue au fur et à mesure et ça lui permet de développer un mouvement conscient, maîtrisé, coordonné au fur et à mesure de ses capacités et relativement à son âge. Donc nous, ce qu'on va observer en intégration motrice primordiale, c'est qu'on va essayer de, à n'importe quel âge, enfant ou adulte, de déclencher des réflexes parce que pour chaque réflexe va avoir un déclencheur. C'est ça la définition du réflexe archaïque. Réflexe archaïque ou primitif, c'est qu'il est présent à la naissance. Donc souvent, quand il est présent à la naissance, c'est qu'il était déjà présent dans la vie fétale hein, et qu'il a été utilisé aussi pendant la naissance. Donc on va stimuler soit une zone sensorielle qui va entraîner une réponse motrice automatique, spontanée, non consciente en fait, non volontaire du bébé. C'est des réflexes qui sont non conditionnés, on les appelle les réflexes non conditionnés du nouveau-né. Et on va voir, est-ce que ce réflexe se déclenche toujours chez l'enfant ou chez l'adulte, ou au contraire, est-ce qu'il n'y a plus de raison qu'il se déclenche, puisque, attends, on ne voit plus Capucine, voilà, parce que l'enfant a suffisamment atteint un degré de maturité neurosensorimotrice pour ne plus avoir besoin de manifester son réflexe à ce moment-là. Donc effectivement, le bébé, il arrive avec tout un arsenal de compétences réflexes, de compétences automatiques qui vont l'aider à redresser sa tête, à se retourner, et puis après à marcher à quatre pattes, à téter beaucoup aussi. Et puis à un moment donné, il va développer du contrôle parce qu'il a plus de force musculaire, il arrive à s'orienter dans l'espace de manière différente, à trouver de la stabilité et de l'équilibre. Donc il va abandonner cet échafaudage réflexe, cette motricité réflexe au profit de la motricité volontaire. Et la vie d'un réflexe évolue au fur et à mesure. Il prend différents rôles, différentes fonctions, jusqu'à s'inhiber, comme on dit souvent en jargon un peu médical, c'est-à-dire qu'il va se ranger là où il doit être rangé, dans des zones plutôt sous-corticales, et puis les zones plus supérieures en fait, du système vont prendre les commandes à ce moment-là. Donc les réflexes doivent être présents à un moment donné où ils doivent être présents, pour laisser la possibilité au bébé de s'organiser corporellement et de faire des apprentissages moteurs, mais aussi cognitifs et émotionnels. On pourra en parler aussi de l'impact sur la cognition, puisque c'était le sujet de ton interview aujourd'hui. Et puis, une fois qu'ils ont été bien utilisés, donc c'est très dépendant aussi de l'environnement et de ce qu'on propose comme environnement à l'enfant, ils vont pouvoir s'inhiber tranquillement, s'intégrer, nous on dit souvent en IMP, s'intégrer à la motricité globale du corps, pour laisser place à tout un potentiel de comportement corporel volontaire. Ok. Donc, du coup, voilà, les réflexes, ils sont là pour la naissance, c'est pour la survie de l'enfant au départ, puis du coup, le développement moteur de l'enfant va faire qu'ils vont disparaître. Et du coup, est-ce que du coup, là, vous pourriez faire le lien avec les troubles d'apprentissage qu'on va pouvoir retrouver plus tard? Comment est-ce que ça va se passer, ces réflexes, et comment ils peuvent perturber les apprentissages? Oui. Bon, on pourrait donner des dizaines d'exemples, mais pareil, à l'instant, Ludivine a évoqué quelques réflexes qui sont bien connus, comme par exemple le réflexe d'agrippement. On sait que le bébé, à la naissance, et c'est indispensable d'ailleurs, qu'il agrippe bien. Donc, on peut, dès la naissance, mettre un doigt dans la main du bébé et le soulever. Et d'ailleurs, si ça ne fonctionne pas, ça peut nous indiquer un certain déséquilibre au niveau du système nerveux. Donc l'enfant, il agrippe fermement à la naissance. Comme l'a expliqué Ludivine, c'est un échafaudage. C'est un échafaudage qui apprend au bébé, dès le départ, à attraper. Mais à un moment donné, il va falloir que les choses se corticalisent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je ne suis plus tout le temps réflexe. Il faut que je décide d'attraper ou de lâcher quelque chose. Donc je dois abandonner mon réflexe qui me fait agripper malgré moi pour choisir d'attraper et de relâcher. Si cette inhibition, si cette intégration de ce réflexe d'agrippement ne se fait pas correctement, on peut se retrouver avec deux cas de figure. Par exemple, le réflexe peut devenir hyperactif. À ce moment-là, je vais avoir tendance à trop attraper, trop souvent, et à grandir, à vouloir toujours attraper. Et quand je vais me retrouver à l'écriture, à la maternelle, je vais agripper avec beaucoup de tension. Donc, j'aurai beaucoup de tension, ça va me générer des douleurs, des difficultés à écrire, je vais percer le papier, je vais être fatigué et je ne vais pas aimer écrire. Et je vais avoir des difficultés de ce qu'on va appeler la graphie, la coordination oculomotrice, etc. Mais l'autre cas de figure qui aboutira, on va le voir, à la même chose, peut arriver. Au lieu que le réflexe soit hyperactif à vouloir trop agripper, le réflexe peut être hypoactif.
j'ai du mal à agripper, j'agrippe pas assez, j'ai du mal à manipuler, à tenir les choses, ça tombe souvent, j'ai du mal à manger tout seul, etc. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer quand je vais me retrouver à la maternelle, tout comme l'autre? Eh bien, je vais avoir du mal à tenir mon stylo, à manipuler et me retrouver là aussi en difficulté d'école parce que j'aurai du mal à utiliser mon outil qui est le stylo. Voilà un exemple, mais vu, comme le disait Ludivine, le nombre de réflexes qu'il y a à la naissance, nous on travaille avec une quarantaine de réflexes, et à chaque réflexe va avoir un rôle. Donc là on parle de l'agrippement, mais il y a des réflexes au niveau, comme elle disait, de l'axe, au niveau de la périphérie, au niveau du cou, au niveau des yeux, au niveau de l'écoute, au niveau de la concentration. Eh bien, un réflexe ne se met pas en place correctement, devient hyper ou hypoactif, eh bien ça aura des répercussions, soit au niveau corporel, soit au niveau émotionnel, soit au niveau cognitif. C'est super parce que l'exemple que tu donnes, je me souviens quand j'ai fait les formations avec vous, il y a des fois je me suis dit mais c'est pas possible, c'est un peu gros ce qu'il raconte quand même. Et j'ai eu un enfant, la maman m'a dit j'ai essayé 25 stylos différents parce qu'il perce toutes les feuilles. Et là je me suis dit ah non c'est vrai en fait. Et effectivement il y avait ce réflexe d'agrippement qui était présent. Tout à fait. Et souvent hyper dans ce cas-là, oui, souvent dans ce cas-là, on se dit, l'enfant ne fait pas bien quelque chose ou il faut changer le stylo et sans comprendre que en fait, c'est l'organisation interne de l'enfant qui pose problème. Non pas parce qu'il a un problème intrinsèquement, mais qu'il y a certains réflexes, comme disait Ludivine, elle donnait cette métaphore d'échafaudage. Eh bien, c'est comme si tout d'un coup, on regardait l'échafaudage. Je veux ouvrir ma fenêtre, j'arrive pas à ouvrir ma fenêtre, on a laissé l'échafaudage. L'échafaudage était utile pour bâtir la maison ou pour repeindre la façade, mais après, il faut l'enlever. Si l'échafaudage est toujours là, eh bien, ça va me poser problème. Je ne pourrai pas rentrer et sortir facilement de ma maison ou ouvrir ma fenêtre. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe chez ces enfants. Ils avaient l'échafaudage qui est là en tant que bébé parce que c'est utile pour mettre en place les choses. Mais si je garde cet échafaudage, je vais avoir du mal à rentrer et à sortir de ma maison, à ouvrir la fenêtre, etc., à communiquer. Et ça va finalement être une difficulté pour moi. Effectivement. Donc, le bébé, l'enfant n'a pas un problème en quelque sorte, il n'a pas une maladie, il a qu'il a gardé des systèmes secondaires, enfin primaires, mais qui doivent ensuite laisser la place à une autre organisation, et il le garde, et du coup, ça devient difficile pour lui. Des fois, j'aime bien dire, c'est comme s'il gardait des cailloux dans sa chaussure, eh bien, ça nous gêne pour marcher, effectivement, et on le voit très très bien en travaillant avec des enfants en particulier. Est-ce que tu pourrais donner quelques autres exemples de troubles qui pourraient être liés au réflexe archaïque pour les gens, par exemple, qui regardent la vidéo et qui se disent mon enfant, il a ça, est-ce que c'est lié au réflexe archaïque? Je me souviens, il y avait une liste un petit peu, voilà, les hyperactifs, les dyslexiques. Qu'est-ce qu'on va pouvoir observer chez l'enfant? Alors, ça, c'est un petit peu un piège parce qu'on pourrait dire, dans tout trouble corporel, tu vois, toi, tu es ostéopathe, donc toute douleur, des problèmes de dos, etc., des gens nous disent « Ah, la scoliose, est-ce que ça peut être un réflexe, etc. » Et on pourra dire oui. Et un trouble cognitif de l'apprentissage, est-ce que ça peut être des réflexes? On dira oui. Et un trouble émotionnel, il manque de confiance en lui, etc. Est-ce que ça peut être les réflexes? Oui. Mais oui, ça ne veut pas dire que tous les problèmes qu'on a dans la vie sont dus à des réflexes. Donc, nous, on préfère la démarche inverse. Plutôt que de faire une liste en disant hyperactivité, problème de ceci, problème de cela, c'est peut-être des réflexes, on forme des professionnels, on leur dit apprenez à faire un bilan réflexe. Un bilan réflexe, ça s'apprend et c'est très facile à faire. Et là, on peut se rendre compte, tiens, comme tu parlais d'un enfant dont on doit changer le stylo ou on a du mal à trouver le bon stylo pour écrire, ça va être très rapide de tester son réflexe d'agrippement. N'importe quel professionnel, ostéopathe comme toi, mais aussi orthophoniste, enseignant, ergothérapeute, va pouvoir tester et voir si oui ou non, c'est ce réflexe qui pose problème. Si c'est le cas, on va pouvoir s'en occuper et on parlera peut-être de la manière dont on peut intégrer les réflexes. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, je cherche une autre approche et je peux faire ma thérapie, ma rééducation, mon ostéopathie. Et je dirais, on peut le faire en toute tranquillité en se disant, bon, ce n'est pas lié à l'échafaudage initial du bébé, mais c'est lié à quelque chose qu'il a acquis après et je vais pouvoir l'aider avec mes autres outils. Donc, je dirais que les réflexes, c'est quelque chose qui est à la fois à la base de notre organisation. Donc, il faut que tous les professionnels de santé et de l'éducation connaissent parce que c'est à la base du fonctionnement émotionnel, cognitif et corporel. Et en même temps, le travail sur les réflexes, c'est un travail perpendiculaire. Je m'explique. Toi, tu es une assez jeune ostéopathe, mais moi, j'ai connu que les ostéopathes, et tes parents qui le sont, ils ont bien connu ça, on disait c'est une méthode parallèle. On disait c'est une méthode parallèle. Il y a la médecine classique et puis il y a la méthode parallèle ou alternative. Eh bien, moi, j'aime bien dire que le travail sur le réflexe, c'est un travail perpendiculaire. C'est une méthode perpendiculaire. Ça se soustrait à aucune approche, mais c'est complémentaire à toute approche. Nous, on a formé des médecins, on a formé des psychologues, on a formé des enseignants. Ils disent tous,
comme ce que tu disais au début de l'interview, waouh, c'est essentiel, ça a transformé ma manière de voir les choses. Eh bien, c'est vraiment un travail transversal, puisque c'est comprendre notre échafaudage en tant qu'être humain. Donc, nous, on n'aime pas parler de symptômes parce qu'on ne s'occupe pas des symptômes nous-mêmes. D'ailleurs, Ludivine et moi, on n'est ni l'un ni l'autre thérapeute. On cherche juste à voir quelle est notre organisation fondamentale. Et donc, c'est pour ça que j'ai appelé l'approche primordiale. Quelle est mon organisation primordiale et est-ce qu'elle est en adéquation avec les tâches de ma vie quotidienne? Ouais, je rajouterais peut-être pour répondre à ta question, c'est vrai que la liste je dirais des petits parasitages que peuvent ressentir les enfants ou les adultes en situation d'apprentissage, elle peut être très, 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 très longue. Mais néanmoins, ce qui aide souvent les gens à comprendre, c'est de peut-être lister plutôt ou d'expliquer des compétences qui sont nécessaires aux enfants pour pouvoir brancher leur sphère cognitive et apprendre avec plaisir, avec facilité, avec fluidité. Et là, dans l'organisation corporelle, ce qui est très important à comprendre, c'est que la capacité à pouvoir utiliser notre cerveau pour apprendre, si on peut résumer les choses comme ça, est liée à notre organisation corporelle et à notre équilibre, à notre stabilité et par exemple à notre capacité à se sentir centré dans notre corps, à pouvoir faire du lien entre ce qui se passe en nos mains, avec nos mains et le centre de notre corps, c'est-à-dire que notre main, elle ne se balade pas comme ça toute seule à faire ce qu'elle veut, mais elle est guidée par nos yeux et puis les mouvements de nos bras sont reliés, de nos mains sont reliés à nos épaules et au centre de notre corps. Donc cette organisation centre-périphérie, elle doit être en place, elle doit être une toile de fond déjà qui garantit l'équilibre et la stabilité et aussi la mobilité du coup posturale pour utiliser un mouvement fluide et coordonné. Donc voilà, ça c'est une compétence déjà. Une autre compétence sur laquelle Paul, toi tu as beaucoup travaillé et moi sur laquelle je travaille aussi, c'est la latéralisation et la capacité à croiser la ligne médiane. Et on s'aperçoit par exemple, ça dans le développement du bébé, que des enfants qui ont suffisamment et correctement marché à quatre pattes et ramper, par exemple, vont avoir des facilités à pouvoir croiser la ligne médiane après, que ce soit croiser la ligne médiane avec leurs yeux pour pouvoir lire de manière fluide ou écrire, parce que écrire, le geste d'écriture nous demande de croiser la ligne médiane. Et dans le sport après, parce que des apprentissages, ça peut être des apprentissages sportifs aussi en éducation physique et sportive, le fait d'attraper un ballon, de le lancer, de coordonner bras et jambes ou les deux mains à la fois, de courir pendant que je rattrape quelque chose, tout ça, ça demande des compétences de coordination oculomotrice et de savoir croiser la ligne médiane de son corps et un réflexe qu'on peut citer parce qu'il est pas mal connu maintenant, le réflexe tonique asymétrique du cou, très souvent quand il est toujours présent, toujours actif, c'est-à-dire qu'il n'a pas été inhibé correctement, peut maintenir l'enfant dans un comportement plutôt homolatéral, unilatéral, donc il va avoir une facilité à faire fonctionner une partie du corps indépendamment de l'autre, mais avoir plus de difficultés à croiser cette ligne médiane et à utiliser les deux côtés du corps de manière coordonnée. Et ça, c'est un réel frein à l'apprentissage, parce que ça veut dire qu'aussi dans les connexions de nos hémisphères cérébraux, il y a des choses qui ont du mal à se croiser aussi. Et on a du mal à se spécialiser pour certaines tâches. Et par exemple, on peut avoir du mal aussi à 6 ans, 7 ans, 8 ans, de ne pas avoir toujours de dominance bien établie de la main, par exemple, ou de l'œil ou de l'oreille. Et ça va entraîner une confusion. Ce n'est pas un problème d'intelligence ou de mauvaise volonté, etc. C'est qu'il y a de la confusion. Et à partir du moment où j'ai de la confusion dans ma manière de traiter les informations dont on essaye de m'abreuver, eh bien, j'ai pas envie, donc j'ai pas envie, je résiste, ou je suis rebelle, ou au contraire, je suis passive, je manque d'implication, de motivation, ou je suis peut-être plus lent que les autres, ou j'ai du mal à établir ma propre stratégie d'apprentissage parce que j'ai pas accès à mon potentiel. Donc, la capacité à croiser la ligne médiane, c'est une des capacités que construit la bonne maturation, la bonne intégration des réflexes. Et puis après, il y a la capacité à brancher cette sphère attentionnelle. Et là, il y a des réflexes, notamment des réflexes du dos, qui sont en lien avec la stabilité de notre corps en position assise, parce que beaucoup d'apprentissages scolaires dans notre monde moderne et dans notre système d'éducation moderne se font en position assise. Et la position assise, ça peut être aussi la position ennemie numéro 1, je dirais, d'un enfant qui a beaucoup de réflexes résiduels. Donc, il y a des petites suggestions pédagogiques aussi que nous, on apporte aux professionnels de l'éducation, aux enseignants, pour contourner des fois un petit peu la situation en attendant que l'enfant puisse être accompagné pour inhiber ses réflexes et trouver un programme moteur personnalisé qui l'aidera à évoluer d'un point de vue corporel. On peut aussi trouver des petites stratégies
pour aider l'enfant à quand même accéder à développer ce qu'il peut développer, mais en agissant aussi sur l'environnement de l'enfant. Et en IMP, ce qu'on aime faire aussi, c'est amener tout un volet prévention qui est très important et amener aussi des suggestions pédagogiques pour, par exemple, les enseignants, parce que les enseignants ne vont pas bilanter, entre guillemets, tous leurs élèves et faire du travail manuel, individuel avec leurs élèves. Et là aussi, on peut apporter des choses, qu'on peut faire des petites routines en classe, par exemple, des aménagements du bureau, de la position de la feuille, de la position par rapport au tableau, créer des pauses de mouvement régulièrement dans la journée et tout un tas de choses qui peuvent soulager les enfants au fur et à mesure de la journée, car plus la fatigue s'installe, plus les réflexes sonnent fort comme des systèmes d'alarme qui s'allument et qui disent « Ah, j'en peux plus, je pète les plombs ». Et là, les réflexes s'expriment de manière encore plus intense au fur et à mesure, en général, où la journée passe et où le temps passe à l'école. Merci Ludivine. C'est sûr que les enseignants, ils sont en première ligne avec les enfants et c'est vrai que moi j'ai tout un groupe d'enseignantes là qui sont vraiment super, qui ont bien compris l'intérêt des réflexes et qui ont mis en place tout ça et ça c'est chouette. Si on veut aller un peu plus loin avec vous, comment on fait? Eh ben, il y a 2 sites internet. Il y a le site de l'IMP, donc de l'approche qu'on a mis au point, intégration motrice primordiale. Et là, c'est très simple, c'est reflex.org. Mais comme il y a beaucoup de réflexes, il faut mettre un S à réflexe. Donc, réflexe au pluriel.org. Ça, c'est le site de l'IMP, de l'approche IMP, sur lequel il y a beaucoup de vidéos de mouvements aussi, les dates des stages, etc. Parce que la manière numéro 1 d'apprendre tout ça, c'est par des séminaires, par des stages. Et puis sinon, il y a notre site personnel à Ludivine et à moi, apprendre.org. Et sur apprendre.org, c'est notre centre de formation avec nos dates et puis tous les invités que l'on a qui viennent du monde entier autour des réflexes et de toutes nos activités. Et puis sinon, il y a les bouquins. On a créé une petite maison d'édition justement pour traduire les bouquins qui existent autour des réflexes. Et il y a plusieurs livres qui existent sur le sujet. Le réflexe pour la concentration et l'apprentissage, Prêt à apprendre avec les réflexes, le grand livre des réflexes qui devait sortir, mais à cause du confinement, s'est reporté au mois de juin. Le grand livre des réflexes de Sally Godard. Et puis, il y en aura d'autres. Réinitialisez-vous pour utiliser le mouvement, le livre de Tim Anderson. Voilà, plusieurs livres aussi qui sont possibles. Et puis le livre d'Emmanuel Sutherland, qui est une personne qui est certifiée en IMP, qui est enseignante, donc tu as beaucoup parlé d'enseignement. Oui, je l'ai lu. Voilà, tu l'as lu. Le pouvoir des réflexes à l'école, c'est génial parce qu'elle parle de son expérience à l'école pendant 20 ans d'enseignement, avant ou après, et après avoir rencontré les réflexes et comment ça a changé sa carrière. Le pouvoir des réflexes à l'école, c'est un super livre, on le recommande vraiment. Ok, super, merci. Eh ben, je mettrai donc tous les liens vers vos sites dans la vidéo juste en dessous. Et puis, vous venez à Besançon à l'automne. J'espère qu'on sera. Oui, bien sûr, on va à Besançon. Sortie du confinement. Oui, parce qu'on redonne le cours de base à Besançon, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, l'alphabet. C'est quand? C'est du 27 non, mais en octobre. En octobre, oui. En octobre, super, oui, c'est bien. Voilà. Donc, à la rentrée, il y a possibilité pour tout le monde de faire le cours de base à Besançon, dans l'Est de la France, absolument. Je ne sais pas, nous, on est normands, on n'a pas envie d'aller dans l'Est de la France. En ce moment, comment ça? Non, parce que chez nous, les hôpitaux sont vides. Hein, alors... D'accord. Bon, ben, merci. Merci à toi, Capucine. Merci beaucoup.